Bonsoir à tous. Alors, ai-je besoin de vérité pour vivre? Donc, vaste thème, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous ai fourni des textes, il y en reste. J'espère que tout le monde a pu les avoir, parce que je vais m'appuyer beaucoup sur ces textes. Je préfère que vous les ayez pour pouvoir dire certaines choses. Donc, d'abord, qu'est-ce que la vérité? J'ai besoin de définir ce concept assez fuyant. Donc, qu'est-ce que la vérité? Peut-elle répondre à un besoin? Alors, le mot vérité peut s'entendre en bien des sens selon l'angle philosophique, mais je vais faire simple. Je prendrai la définition du mot au sens scolastique et volontairement dépouillé de toute référence doctrinale. Donc, le sens scolastique du mot vérité s'énonce ainsi: c'est l'adéquation, l'accord, la correspondance entre le discours, la parole, et la chose, l'objet, le réel. Donc, il faut adéquation entre la parole et le réel. Si je dis l'herbe est verte ou il y a une caméra en face de moi, alors mon discours est en accord avec ce qui est le réel, et alors il y a vérité. Nous dirons déjà que la vérité, ici, pour l'instant, ne réside que dans un jugement et une parole juste sur la réalité qui nous entoure. Donc la vérité n'est que la relation établie par l'homme entre un jugement et un objet. Donc un objet et un jugement sur cet objet. Et le vrai et le faux ne sont que des propriétés du discours et du raisonnement. Donc cela implique que le vrai n'est pas le réel, ce n'est juste que du rappel, mais le vrai n'est pas le réel. Un arbre, une chaise ne sont ni vrais ni faux, ils existent ou ils n'existent pas. Mais le langage courant qui confond le vrai et le réel, en disant c'est réel donc c'est vrai, bon là nous avons un abus de langage. La vérité a lieu quand l'homme parle, et seulement quand il parle, et parce qu'il parle. Donc pas de vérité chez les animaux, pas de vérité dans la nature, là il n'y a que du réel. Ensuite, j'aimerais faire un petit rappel, peut-être inutile, mais pour bien cadrer le concept. J'aimerais dire qu'il y a plusieurs types de vérité en fonction des objets dont on parle et de la place que s'accorde le sujet au sein du discours. Il y a par exemple les vérités subjectives, les vérités objectives, et j'aimerais rappeler que le domaine de la vérité n'a rien à voir avec le domaine des valeurs. Donc les vérités subjectives, je souffre, je suis amoureuse, j'aime Baudelaire, j'ai détesté tel film. Donc là, ces vérités sont des vérités subjectives, donc le sujet dit je, et ça n'engage que lui. Et si ce qu'il énonce est juste, nous avons une vérité. Et là, on pourrait admettre à la rigueur, mais que là, de dire à chacun sa vérité, mais à chacun sa vérité subjective, mais ça n'engage que soi. Et donc, cela ne concerne que son intimité, son affectivité, ses goûts personnels, ça ne concerne que soi-même. Vérité subjective, il y en a quand même. Bon, ensuite, il y a les vérités objectives, 2 plus 2 égale 4, Louis XVI a été décapité le 21 janvier 1793, Newton a découvert le principe de l'attraction terrestre et de la gravitation universelle, les chrétiens croient en Jésus-Christ, objectivement. Donc ici, ce sont des vérités objectives parce qu'elles concernent un objet précis, extérieur à moi, et que je dois voir tel qu'il est, et non pas tel que j'aimerais le voir. Donc vérité objective. Là, par contre, on ne peut plus dire à chacun sa vérité. Bon, et enfin, pour prendre toutes les précautions, il faut distinguer le domaine de la vérité du domaine des valeurs. C'est-à-dire que la vérité n'a pas grand-chose à voir avec les valeurs. Le bien, le mal, le bon, le mauvais. La vérité est du domaine du vrai ou du faux, tandis qu'un débat de valeurs concerne ce qui est juste, moral ou meilleur, ou ce qu'il faudrait faire. Si on prend un débat sur l'euthanasie, la peine de mort, on fait s'opposer des
des arguments, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre, que ce soit est-ce qu'il faut travailler le dimanche. Là, c'est un débat de valeurs, c'est-à-dire il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a personne des deux qui s'oppose, là, qui a raison ou qui a tort. On est dans le bien ou le moins bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir, pour bien agir. Donc la vérité, normalement, n'a pas grand-chose à voir avec les valeurs, le bien, le mal, ce qu'il est juste ou ce qu'il est le meilleur de décider. Donc, première partie. Deuxième partie, suite à ces préliminaires concernant le concept de vérité, revenons au sujet. Ai-je besoin de vérité pour vivre? Or, bien sûr, j'ai besoin de connaissances sur le monde qui m'entoure pour le comprendre et ne pas dire de bêtises. La Mongolie n'est pas un pays d'Amérique du Sud et Champollion n'est pas un grand cru bordelais. Mais l'on peut soutenir avec Simone Veil, que je vous ai mis en premier texte, on peut soutenir avec Simone Veil que peut-être il y a une distinction entre connaissance et vérité. C'est-à-dire qu'avoir des connaissances sur la géographie, les sciences naturelles, l'histoire, la littérature, ce n'est peut-être pas nécessairement posséder la vérité. En effet, Simone Veil nous invite à penser que l'apprentissage de connaissances ne fait en aucun cas approcher de la vérité. Alors, je prends la ligne 6, 7, 8 du texte de Simone Veil. Si, à un certain moment, un enfant ignore la capitale du Brésil, et si, au moment suivant, il l'apprend, il a une connaissance de plus, mais il n'est aucunement plus proche de la vérité qu'auparavant. Alors, distinction conceptuelle étonnante, hein. Ici, Simone Veil nous dit, au fond, les connaissances, Brasilia, c'est la capitale du Brésil, on pourrait dire adéquation du discours et du réel. Mais là, c'est une connaissance. Ça ne touche pas l'enfant, il n'en a peut-être cure, et dans ce cas-là, il a juste acquis une connaissance. Donc, la connaissance, pour elle, n'est pas la vérité, car la connaissance se réfère au savoir constitué, un savoir objectif qui ne me concerne pas forcément, tandis que la connaissance se rapporte, dit-elle, hein, à la vérité qui me concerne. Dernière phrase que j'ai mise en caractère gras, très parlante, l'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la connaissance de ceux qu'on aime, et en aucun autre cas. Donc, moi je suis partie de là, hein. De quoi ai-je besoin au fond? Ce dont j'ai besoin, c'est bien sûr que mon discours s'accorde au réel, hein, ou du moins au signe conventionnel établi. Je prends une chaise, sinon on ne va pas s'entendre, on ne va pas se comprendre. J'ai besoin d'être compris par tous pour agir et réagir au mieux avec la réalité sociale. Mais est-ce cela la vérité? Une chaise, voici une chaise. Est-ce cela la vérité? Et est-ce de cela dont j'ai besoin? Donc mon point de départ a été de m'interroger sur, également, hein, puisqu'il y avait une petite ambiguïté dans la formulation du sujet au départ, je voulais traiter à la fois de deux sujets, hein, mon point de départ a été de m'interroger aussi sur les propos éculés des élèves qui commencent une dissertation de philosophie sur la vérité, en disant « tous les hommes recherchent la vérité ». De tout temps, les hommes ont toujours cherché la vérité. C'est un fait que tous les hommes désirent la vérité. Bon, ouais, cliché un peu agaçant, d'autant qu'il est possible de démontrer qu'ils sonnent faux, ces clichés. Est-ce que vraiment l'homme désire, hein, c'est encore autre chose que le besoin, mais j'y reviendrai, est-ce que vraiment l'homme désire la vérité en général? N'a-t-il vraiment que, pour but noble, hein, n'a-t-il vraiment que le désir d'accéder à la vérité? Et de quelle vérité parle-t-on, dira-t-on aussi? Donc lisons Nietzsche, je prends à partir de la ligne 6, les hommes ne fuient pas tellement le fait d'être trompés que le fait de subir un dommage par la tromperie. Au fond, à ce niveau, ils ne haïssent donc pas l'illusion, mais les conséquences, les hostiles de certaines sortes d'illusions. Et c'est surtout la fin qui m'intéresse, puisque je la reprendrai étape par étape. C'est dans un sens aussi restreint que l'homme veut seulement la vérité. Premièrement, il convoite les suites agréables de la vérité, celles qui conservent la vie. Deuxièmement, envers la connaissance pure et sans conséquence, il est indifférent. Envers les vérités préjudiciables et destructrices, il est même hostilement disposé. Donc, recentrons. Ici, Nietzsche montre qu'il y a au fond au moins déjà trois rapports de l'homme à la vérité.
est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est-à-dire, il y a 3 manières pour l'homme de se rapporter à la vérité. Première manière, l'homme convoite les suites agréables de la vérité, celles qui conservent la vie. Alors ici, Nietzsche veut nous montrer que le rapport de l'homme à la vérité n'est pas désintéressé. C'est un enjeu important parce que ici, finalement, il nous dit que l'homme n'aime pas la vérité en tant que vérité. Si la vérité lui est utile, si elle lui est agréable, si elle lui sert à vivre, hein, conséquence agréable, si elle lui sert à vivre et à vivre mieux, alors là d'accord. Hein, si la vérité a une valeur, ce n'est pas en tant que vérité, n'implique pas, me concerne si peu, la majorité des hommes même ne cherchent pas à savoir pourquoi cette phrase est célèbre. Par contre, si vérité signifie savoir personnel, accès à une connaissance utile ou à une émotion propre, selon Simone Veil, une émotion qui me touche, hein, alors là, oui, j'entre en relation avec la vérité. Dernière partie, alors, de quoi avons-nous besoin pour vivre? Avons-nous besoin de vérité? Donc apparemment, il n'est pas dans les priorités de l'homme de trouver la vérité. Son bonheur, son travail, son bien-être lui importent plus, et au fond, il ne s'agit pas ici de blâmer cette inclination. En tout cas, il faut abandonner l'idée d'un idéal de vérité avec un grand V, inhérent à l'homme. La vérité comme concept qui transcende l'homme, qui sublime son existence, pour lequel on est prêt à sacrifier notre vie, au fond, nous n'y croyons plus. Pourtant, il ne faut pas dire que l'homme a renoncé à toute vérité. Il faut juste admettre que l'homme choisit les vérités qui l'intéressent. D'une part, l'homme a besoin d'un minimum de connaissances, hein, sinon on risque l'inadaptation sociale. D'autre part, l'homme a aussi besoin de vérité, hein, plus que de la connaissance pour vivre, mais il n'a qu'un besoin modéré, finalement, de vérité. Et quelle vérité? Au fil de notre exposé, le concept a muté, subi des mutations. On est passé de adéquation entre le discours et le réel à vérité, c'est-à-dire connaissance qui intéresse les hommes, qui les touche, qui provoque en eux reconnaissance, appropriation, voire modification, quand elle est bonne, quand elle lui sied. Si la vérité me modifie, alors elle est vérité. Si elle ne me change pas, alors elle reste extérieure et n'est pas perçue ni reçue comme une véritable vérité. Ainsi, au fond, la vérité, c'est la vérité qui me sert, qui m'intéresse, qui me touche, qui me modifie, si possible. En ai-je besoin pour vivre? Bien sûr, certainement. Un besoin qui, dans le texte de Deleuze, à la fin du premier paragraphe, peut même être une nécessité, surtout s'il ne m'est plus possible de continuer dans une vie inauthentique. C'est l'exemple du jaloux trompé par son aimé. Là, il n'en peut plus, il faut qu'il sache. Là, il veut la vérité. C'est même pas qu'il veut, il en a besoin. Donc, c'est une nécessité. Donc, ce besoin est un besoin fort égocentré. Et peut-être même pauvre, somme toute. Si nous n'avons qu'un rapport mondain ou personnel à la vérité, qu'est-ce qui fait de nous autre chose que des individus ne visant que leur propre intérêt? Si nous n'avons pas l'amour du savoir reçu et vécu comme vérité, alors quelle sorte de vie vivons-nous? Car ici, la question posée un peu plus haut de savoir comment des individus peuvent chercher le savoir pour le savoir se repose. Si on admet que les hommes n'ont qu'un besoin modéré et utilitaire de la vérité, comment alors penser, ce sera ma dernière question, je ferai 3 hypothèses et je conclus, comment alors penser la recherche des savants qui cherchent la connaissance pour la connaissance? Qui sont les Einstein, les Galilée, les Platon, les Darwin, les Pierre et Marie Curie et les autres? Comment expliquer la persistance de la recherche pour la recherche chez les savants et ou les philosophes? Quel statut, c'est ma question, quel statut donner à la curiosité pure? Donc, je cherche toujours, mais j'ai au moins 3 hypothèses d'inspiration nietzschéenne. Première hypothèse, la recherche du savoir pour le savoir, finalement, est-ce que c'est pas nuisible? Peut-être qu'au fond c'est nuisible, peut-être que ça va contre les forces de vie, peut-être que Galilée et Darwin, au lieu d'être des héros de la connaissance, ne sont habités que par une curiosité malsaine. La curiosité est un vilain défaut, pourquoi la Bible? Et la science ne serait-elle pas un désir morbide?
comment expliquer que Galilée risque sa vie pour faire admettre la vérité de l'héliocentrisme, que Giordano Bruno il laisse la sienne en 1600, se le faisant brûler. Donc leur recherche de la vérité n'est-elle pas mortifère? Si tout vivant préfère l'illusion à la vérité, alors la science n'est-elle pas opposée aux forces de vie? Le désir de vérité ne va-t-il pas contre nos besoins fondamentaux? Et finalement, le monde n'est-il pas plus viable sans les vérités de la science qu'il désenchante? C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, peut-être que pour les hommes de science et les chercheurs, mais en tant que discours pragmatique qui opère un bien au sein de la communauté, ou pour moi-même, à mon profit. Donc ici, la vérité qu'on pourrait désirer, c'est un discours qui m'est utile, qui me sert, qui m'intéresse. Bon, alors concrètement, vérité agréable, les vérités qui permettent de s'entendre, de vivre, de communiquer, les vérités pragmatiques qui peuvent servir à améliorer mon quotidien. En France, quel est le meilleur opérateur de téléphonie mobile à tout point de vue? Les vérités affectives qui me touchent, dans un sens positif, déclaration d'amour, déclaration d'amitié, reconnaissance professionnelle, alors oui, là, ça me plaît. Donc les bonnes vérités, entre guillemets, qui intéressent les hommes selon Nietzsche, sont donc les vérités qui m'apportent un profit, qui m'intéressent ou qui me sont utiles. Alors là, je vais vers les vérités dont j'ai besoin. Mais, alors, remarquons ici, pour revenir à ce qu'on avait dit, la vérité subit un déplacement conceptuel. Ici, la vérité tombe du côté de la valeur. C'est-à-dire que si la vérité est bonne, justement, si elle est bonne, déjà on lui attribue un jugement de valeur. Si la vérité est bonne, elle me plaît. Mais là, la vérité tombe du côté de la valeur. C'est une valeur pour moi, elle est bonne, elle me plaît, elle me va, elle me sert, elle m'est utile. Donc la vérité en est une, ici, si elle est vue comme une valeur. Donc les hommes la font servir à leurs intérêts. Deuxième rapport à la vérité, envers la connaissance pure et sans conséquence, il est indifférent. Alors, révélation, les hommes n'ont que faire de la connaissance pour la connaissance. La connaissance pure, alors le savoir en soi, le savoir théorique, les connaissances de la science non appliquée, au fond, tout ça, ça n'intéresse pas les hommes, ou en tout cas pas la majorité. Les hommes, ici, n'ont pas l'amour du savoir. Pas l'amour du savoir, ils ne sont pas désintéressés, pas d'utilité, pas d'intérêt, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. Alors, quelles sont ces sortes de vérités frappées de désintérêt, de discrédit? Bon, en général, les vérités abstraites de la science, qui s'intéressent vraiment à la physique quantique. Qui a un livre de physique quantique sur sa table de chevet, qui s'intéresse vraiment aux grandes lois de l'astrophysique ou de la géologie. Si de plus une discipline n'a pas d'incidence directe sur ma vie ou mon quotidien, est-ce que je vais m'y intéresser? Que les Pérous subissent une dévaluation de sa monnaie, j'invente, ou que les chercheurs en physique atomique se passionnent pour la recherche du boson de Higgs, au fond, tout le monde s'en moque un peu, tant que cela ne nous dérange pas, surtout. Il y a aussi toutes les vérités en dehors de mes affects, Simone Veil en parle aussi, que machin que je ne connais pas trompe sa femme avec Trucmuche, je ne vais même pas m'en indigner. Par contre, si ça m'arrive à moi, évidemment, ça va être autre chose. Donc toute vérité en dehors de mon pouvoir également. Si je ne peux rien faire avec la vérité, à quoi sert de savoir si je ne peux pas? Donc savoir, pouvoir. Donc les vérités générales, abstraites et concernant le pur domaine du savoir théorique ne touchent et n'émeuvent pas grand monde. Selon Nietzsche, la personne qui n'est pas concernée par la vérité n'est pas touchée, ou alors même, ici, la connaissance pure n'intéresse pas grand monde. Donc, il y aurait... Et ici, la vérité, d'ailleurs, s'assimile à la connaissance. Et on rejoint Simone Veil, mais là, Nietzsche n'instaure pas de distinction, comme Simone Veil. Ici, la vérité, au fond, c'est la connaissance pure. La connaissance pure, ça ne me sert pas, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas aller voir pour voir.
Donc, il y aura des questions à se poser. Nietzsche a en grande partie raison. Certes, les gens qui aiment la connaissance pour la connaissance, qui aiment le savoir pour le savoir, ne sont pas la majorité. Hélas, la plupart des gens aujourd'hui, en rentrant du travail, préfèrent parfois des émissions dites de divertissement à un reportage sur le relèvement économique de la Bosnie-Herzégovine sur Arte. Donc, on pourrait dire que effectivement, la connaissance pour la connaissance n'intéresse peut-être pas. Mais alors, question, et j'y reviendrai plus tard, comment se fait-il qu'il existe de véritables scientifiques, de véritables chercheurs, des gens curieux qui apprennent pour apprendre, et qui dévorent le savoir pour le plaisir de savoir? Ça, c'est une question que j'ai. Et enfin, dernier rapport de l'homme à la vérité, envers les vérités préjudiciables et destructrices, il est même hostilement disposé. Donc, dernier rapport de l'homme à la vérité qui montre que sa façon de se rapporter à elle n'est pas pure, l'homme en vient à détester les vérités qui font mal, qui dérangent. Or, bon, il y a bien des vérités qui blessent, dire ces 4 vérités à quelqu'un, sur un plan psychologique, si c'est déplaisant, bien sûr. Dire ces 4 vérités, en général, c'est pas plaisant. La vérité sur un plan physique ou médical. Si le patient n'est pas prêt à entendre les conseils du médecin, il peut refuser et dire qu'il sait mieux que quiconque ce qui lui convient. La vérité sur un plan affectif. Si un ami me dit que mon conjoint me trompe, puisqu'il y a cette idée dans ces 3 textes, je peux refuser d'entendre, je peux refuser d'admettre et me brouiller avec mon ami. Donc l'homme émet une condamnation envers les vérités qui le dérangent et va même jusqu'à les frapper d'exclusion. C'est pour cela que l'homme peut en arriver à préférer, un sujet classique, à préférer l'illusion qui le réconforte à une vérité qui dérange. Donc ici, la vérité prend la forme d'une blessure psychologique. Là, on est passé du plan scientifique à un plan psychologique. Donc, il y a plusieurs plans. La vérité prend la forme d'une blessure psychologique que l'on peut vouloir refuser. Et donc, au niveau psychologique en tout cas, l'homme ne cherche pas la vérité à tout prix, voire même n'en a peut-être pas besoin, quand ça lui déplaît. Au contraire. Et là, je prends 2 phrases de Gilles Deleuze, qui sont éloquentes. Donc le dernier texte, ligne 1, 2, 3. « Je ne crois pas que l'homme ait naturellement un désir du vrai. Nous ne cherchons la vérité que quand nous sommes déterminés à le faire en fonction d'une situation concrète, quand nous subissons une sorte de violence qui nous pousse à cette recherche. » Et ligne 6, 7, 8, deuxième paragraphe, c'est pourquoi le tort de la philosophie est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un amour naturel du vrai. Ainsi, la philosophie ne parvient qu'à des vérités abstraites qui ne compromettent personne et ne bouleversent pas. Qui cherche vraiment la vérité? Pas grand monde. Ou tout le monde, en fonction de la définition qu'on lui donne. Si vérité égale connaissance pure, alors la vérité n'intéresse pas la majorité. Le cogito de Descartes, je pense donc je suis, au fond ça me fait une belle jambe. La vérité objective, pas seulement référée à ma petite personne, la vérité objective est un besoin pour eux. C'est-à-dire que les grands savants, Copernic, Newton, etc., ne font que ce qu'ils aiment. On peut alors douter qu'il y ait là un désir de vérité pour la vérité. Au fond, ils sont tous pareils. Comme n'importe qui, les grands savants ne font qu'aller aux vérités qui leur plaisent, et alors ils négligent peut-être eux aussi les vérités fondamentales. On peut douter de l'authenticité de leur recherche de la vérité. Ils négligent d'autres savoirs, et comme n'importe qui, ils négligent les vérités qui leur déplaisent. Au fond, un grand mathématicien ne fait que préférer les mathématiques à la géographie. Deuxième hypothèse, c'est-à-dire au fond, c'est un besoin comme pour tout le monde, et puis il n'y a rien d'extraordinaire. Et dernière hypothèse, les savants ne sont-ils pas au contraire de grands hommes? De grands hommes parce qu'ils ont un rapport spécifique et étroit avec la vérité, dans toute son extension. Certaines personnes, plutôt rares, ont une capacité exceptionnelle à la vérité, et pour elles, la vérité, c'est la valeur suprême. Donc les grands savants et les chercheurs sont peut-être des singularités pures, et eux ne privilégient pas l'intérêt sur la vérité, mais pour eux, la vérité a un intérêt en soi, quelle qu'elle soit. Ils sont aussi suffisamment grands, entre guillemets, pour affronter les vérités qui font mal. Et finalement, ne sont-ils pas des êtres rares qui, eux, vivent une existence accomplie, au sens aristotélicien?
Conclusion, dans ce cas, et nous alors? Quel rapport avons-nous à la vérité? Pour peu que nous ne recherchions pas la vérité de toute notre âme, sommes-nous des êtres limités? Nous faut-il des vérités pour vivre ou vivre pour la vérité? Par rapport à ces savants, sommes-nous plus conscients de nos besoins, donc plus en rapport avec la vie, donc plus vivants? Ou avons-nous une vitalité ou une vie inférieure? Où nous situons-nous? Merci.